de foncer. Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, nous allons découvrir l'ouvrage intitulé « Améliorer la gestion du temps dans les organisations » de l'auteur Martin Lauzier qui est chercheur membre à l'Institut du savoir Montfort. On aura aussi à discuter avec Julia Thompson de Tourisme Ottawa qui nous dira qu'est-ce qu'il est possible de faire maintenant là même dans la région de la capitale nationale. Et tout de suite pour commencer, on va s'intéresser à la communauté l'Arche d'Ottawa avec Daniela Barra qui est responsable des communautés. Et avant de parler de l'Arche d'Ottawa, j'aimerais qu'on explique aux gens c'est quoi cette communauté appelée l'Arche. Bonjour, je suis très contente. Je vous remercie beaucoup pour cette invitation très chaleureuse. L'Arche existe à Ottawa, ça fait 48 ans. On appartient à une fédération internationale. Nous sommes dans 38 pays, sur 5 continents. On essaie d'être un signe d'espoir dans un monde divisé. On est 153 communautés et 21 projets de communautés. Être à l'écoute et répondre aux besoins locaux. On est plus que 10 000 membres avec et sans déficience intellectuelle, travaillant ensemble pour une société plus humaine. Ici, à Ottawa, comme je dis avant, on est présent dans cette communauté pour 48 ans. On a commencé très proche de l'Université d'Ottawa avec des rencontres. Et puis on s'appelle une communauté parce que les membres qui font part de cette communauté sont membres d'ici locaux. Et puis on essaie d'être intégré, d'être présent, de faire une différence dans notre communauté ici à Ottawa, comme la ville d'Ottawa, mais c'est ça. Alors comment en ce moment-là on va dire que l'Arche d'Ottawa fonctionne, surtout en période de pandémie? Oui, merci pour demander cette question assez importante, assez quotidienne. On a 6 maisons, 3 sont francophones et 3 anglophones. Donc, dans 3 de les maisons, les gens parlent français et juste anglais. C'est impossible de se voir. Donc, on essaie, comme tout le monde, de se connecter dans différentes façons, utilisant les outils sur l'Internet, le Zoom. On a plusieurs rencontres. On a des prières, on a des réflexions, occasion de se rencontrer avec nos amis ici à Ottawa, mais aussi dans le monde. Dans notre rencontre communautaire le vendredi, on voit des gens qui habitent en Switzerland, en Allemagne, en France, partout dans le monde, qui essaient de se connecter, de rester au courant avec qu'est-ce qui se passe avec leurs amis. On a des visites, les gens peuvent visiter le membre de chœur et les assistants qui vivent ensemble dans le foyer, comme tout le monde, sur le driveway, sur le stationnement. Et on essaie d'être très au courant avec les directions de santé publique, notre ministère. Et puis on fait notre meilleur, on fait des formations, on essaie d'éduquer plutôt les gens quelles sont les mesures qui chacun de nous doit faire pour rester en santé pour nous-mêmes mais aussi pour les autres. Alors, donc, ce que je comprends, vu la situation, ça veut dire que les 3 maisons, que ce soit les maisons francophones et les 3 maisons anglophones, il n'y a personne à l'intérieur pour l'instant à cause de la pandémie, mais vous faites tout virtuellement. Les gens habitent dans cette maison, donc habitent ensemble, mais avant la pandémie, on s'est rencontrés, on a beaucoup de rencontres en personne, mais maintenant, on ne se voit pas en personne, on se voit sur Zoom.
Alors moi, je suis bien curieuse de savoir, vous, en tant que responsable des communautés ici à l'Arche d'Ottawa, c'est quoi votre rôle? Bon, pour moi, mon rôle, c'est vraiment de rester éduqué. Donc, qu'est-ce qui se passe avec la pandémie, éduqué par rapport à le COVID-19, d'apprendre différentes façons meilleures pour garder les gens en santé, mais aussi de s'assurer que les gens ont leur équipement de protection qu'ils doivent savoir comment l'utiliser. C'est très important savoir comment l'utiliser, pas juste l'avoir. S'assurer que on travaille sur la foi en l'autre, la confiance, qu'on est transparent, qu'on travaille ensemble, garder l'unité, ça c'est très, très important. C'est bien dit, garder l'unité entre ces communautés-là, parce que j'ai pu voir des photos, vous êtes une communauté vraiment vivante, et puis de savoir que maintenant, bon, à cause de la pandémie, on peut plus rien faire comme activité ensemble et tout, c'est bon aussi de les garder informés pour pas qu'ils se sentent esselés, comme très seuls dans leur coin, là. Exactement. Les gens sont très, très occupés. On a comme je dis, des rencontres Zoom, mais aussi les gens peuvent faire des activités chez eux. L'atelier d'art, hier était une performance sur Zoom avec Propeller Dance. Ça, c'est une des organismes qui est à Ottawa qui font des danses artistique avec les personnes avec une déficience. Donc, ils ont eu cette activité hier, une performance incroyable. Donc, rester dans ta maison, puis quand même rester connecté avec tous tes amis dehors de l'Arche qui habitent à Ottawa. Donc, c'est possible. Les gens sont vraiment très, très occupés. Utilisent leur machine elliptique, la bicyclette, prendre des marches. Mais en tout cas, il y a beaucoup de petits trucs qu'on peut faire pour nous, pour notre santé mentale, pour nous faire nous sentir bien. Et je suis pas mal sûre que si les gens sont intéressés, ils peuvent avoir toutes les informations sur votre site web. C'est sûr. Merci beaucoup, Madame Barra, pour votre implication dans la communauté de l'Arche. Bonne journée. Merci. Restez en santé. Merci à vous aussi. Alors, pour vous autres à la maison, si vous êtes intéressés par cet organisme ou vous voulez en savoir plus, je vous inviterai à visiter le www.l'archeottawa.org. Là, maintenant, je vais vous inviter à regarder cette petite vidéo que nous avons préparée pour vous dans le cadre du soutien des entreprises locales de la région. Allô Julia, ça a l'air que tu as de bonnes nouvelles pour nous. Oui, bien sûr. Alors, bonne nouvelle que... Alors du côté des restaurants, c'est là qu'on va commencer parce que c'est la nourriture. Oui, bien sûr. Tout le monde aime la nourriture. Oui. Alors, les restaurants sont maintenant permis pour ouvrir, pour manger à l'intérieur. Ottawa est maintenant sur le niveau orange dans la nouvelle échelle de la COVID-19 en Ontario. Alors, cela signifie que les restaurants peuvent ouvrir pour manger à l'intérieur. Il y a les limites de capacité, le contact tracing. On suggère que tout le monde télécharge l'application COVID-19 Alert. Mais c'est des très bonnes nouvelles que les restaurants peuvent ouvrir encore pour manger à l'intérieur. Oui, les patios sont aussi ouvertes, mais pas tous les restaurants ont l'espace ou les ressources pour les patios. Alors, c'est des très bonnes nouvelles. Oui, c'est une très bonne nouvelle parce que je pense que si je ne me trompe pas, ça a commencé les ouvertures ce samedi.
Oui, le samedi. Alors donc maintenant, pour les gens qui veulent savoir, parce que je suis pas mal sûre que c'est pas tous les restaurants, comme tu l'as mentionné, qui vont comme se lancer dans l'ouverture. Ça demande de la préparation encore une fois et tout. Est-ce que vous, sur le site web de Tourisme Ottawa, vous avez comme sélectionné les restaurants dans lesquels on peut aller et dans lesquels on ne peut pas? Oui, on a beaucoup d'articles sur les restaurants dans les quartiers différents et choses comme ça. Nous avons une liste de restaurants avec les patios réchauffés. On n'a pas maintenant une liste des restaurants qui sont ouverts pour manger à l'intérieur parce que c'est vraiment difficile de voir à un jour à l'autre qui est ouvert. Mais nous avons une liste de les patios réchauffés et nous avons des suggestions cette année aussi de porter un manteau, porter les chapeaux, mitaines, même amener une couverture pour faire sûr que si vous êtes sur un patio, vous êtes chaud. Et les patios ne sont pas seulement pour l'été, c'est aussi pour l'hiver cette année. Oui, ça c'est une très bonne nouvelle parce que je pense que le monde a envie de sortir là pour aller voir un peu l'extérieur, prendre du bon temps, même s'il fait un peu frais là, on veut sortir. Bonne nouvelle pour nous et on va toujours continuer dans la thématique de la restauration. Et là maintenant, pour ceux qui n'ont pas envie d'aller au restaurant, mais je pense que C'est Bon Cooking dont tu vas nous parler tantôt, eux ils offrent plein d'affaires qu'on peut faire à la maison. Oui, C'est Bon Cooking est une entreprise locale qui a beaucoup de choses. Ils ont lancé juste aujourd'hui, une boutique en ligne avec des articles de cuisine. Vous pouvez acheter le repas, trois services, les plats individuels. Ils ont beaucoup de choses sur leur nouvelle boutique virtuelle. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est un organisme, je pense que une petite entreprise qu'on recevait ici à l'émission et je sais qu'ils ont beaucoup d'affaires. Et il y avait aussi des ateliers de cuisine. Est-ce que ça continue toujours? Oui, alors ils ont des cours de cuisine virtuels et aussi en personne. Les cours en personne, c'est seulement $220 pour 2 personnes. Ça, c'est un cours de 3 heures où vous apprenez comment cuire les choses comme l'homard ou le poulet dans une sauce de canneberge ou les desserts de citron. Il y a beaucoup de choses pour apprendre. Et aussi, après, vous pouvez manger le dîner. Alors, c'est seulement environ $200 pour apprendre comment cuire pour 3 heures et aussi pour manger. C'est vraiment intéressant. Ça, c'est bon à savoir. Je sais qu'ils organisaient aussi les visites culinaires. Je pense que tu voulais nous en parler aujourd'hui. Oui, les visites culinaires, c'est le truc à pied dans les quartiers différents. Avant la COVID-19, ils offraient les visites dans le Wellington West, beaucoup de quartiers. Maintenant, c'est seulement le marché Bay, mais les visites de marché Bay est vraiment cool. Vous visitez les boulangeries, les cafés, restaurants, les épiceries spécialisées pour rencontrer les chefs et les personnes qui travaillent, mais aussi pour déguster les échantillons. Alors, c'est une opportunité vraiment intéressante. Je veux faire sûr que j'ai bien compris pour les visites culinaires parce que je me souviens qu'on pouvait se déplacer avec les responsables de C'est Bon Cooking pour faire le tour un peu des magasins et tout. Est-ce que maintenant, ça continue toujours ou bien ils le font virtuellement? Non, ça continue en personne. En personne. C'est la capacité limitée, c'est un guide et je pense quelques autres personnes dans les groupes, dans une famille ou qui vivent avec eux autres. Et c'est une marche dans le quartier pour visiter les différentes entreprises. C'est bon à savoir là. Et la dernière chose dont on va parler, c'est le marché des producteurs fermiers d'Ottawa à Lansdowne. Ça, c'est quand ça? Oui, c'est tous les dimanches. À cette temps de l'année, beaucoup de marchés de producteurs fermiers, ils sont finis. C'est la fin de l'année pour eux. Mais pour le marché de producteurs fermiers d'Ottawa, il continue pendant l'hiver, mais à l'intérieur. Alors, ceci, il passe au Lansdowne, à la pavillon Aberdeen. Pendant l'été, c'est dehors à côté du pavillon et pour l'hiver, c'est dans le pavillon. Alors, il continue pour tout l'hiver.
Et ils ont beaucoup de choses. Ils offrent les fruits, les légumes, toutes choses comme ça, mais aussi ils ont le pain, le miel, les biscuits, les samosas. Ils ont beaucoup de choses pour essayer. Et ça vient de chez nous, donc c'est bon d'aller encourager les entreprises locales. Écoute, merci beaucoup Julia, et puis on va visiter le site web pour plus d'informations. Bonne journée. Oui, merci. Alors pour vous autres à la maison, si vous êtes intéressés à savoir qu'est-ce qui se passe dans la région, on vous invite à visiter le www.tourismeottawa.ca pour avoir tous vos renseignements. Là maintenant, on va s'intéresser à l'ouvrage intitulé Améliorer la gestion du temps dans les organisations avec M. Martin Lauzier, qui est chercheur membre à l'Institut du savoir Montfort. Et la première question que j'ai envie de poser à M. Lauzier, c'est de savoir pourquoi il s'est intéressé à cette thématique-là. Bien, bonjour, d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Bien, comme vous le devenez bien, hein, les organisations sont sujettes, comme les individus, à vivre l'année durant toutes sortes de changements auxquels elles doivent naturellement faire face. Alors, c'est peut-être une des raisons qui a motivé notre intérêt à s'intéresser à cette thématique-là. Et moi, j'ai envie de savoir, quand on parle d'organisation, est-ce qu'on parle de toute entreprise quelconque ou c'est vraiment par rapport à des organisations spécifiques que vous avez travaillé sur cet ouvrage-là? C'est une question très intéressante et je vous dirais, cet ouvrage-là passe à travers tout le continuum qu'on pourrait considérer d'entreprises, que ce soit tant des entreprises publiques, privées, parapubliques ou encore des organismes à but non lucratif. Bon, j'écoutais d'ailleurs un peu l'entrevue que vous étiez là à tenir avec une auditrice là à l'instant et on peut s'imaginer que de très petites entreprises vivent, eux également, un certain nombre de changements et l'ensemble d'entre elles en vit, je vous dirais, beaucoup plus maintenant en temps de pandémie, bien naturellement, de par le fait qu'elles ont dû s'adapter et changer de plusieurs façons pour mieux opérer leurs services ou rejoindre les besoins de leur clientèle. Je me dis qu'avec la pandémie, il y a beaucoup d'organisations qui ont dû suivre le move, comme on le dit, comme sont rentrées sans vraiment se préparer, parce que personne n'était préparé à vivre cette pandémie-là. Et j'ai envie de savoir si, selon vous, les organisations ont conscience de ce que c'est que la gestion même du temps. Je crois qu'elles ont cette conscience-là. Néanmoins, la chose à retenir dans tout ça, c'est que d'introduire une nouveauté dans une organisation, donc un changement, c'est quelque chose qui doit se faire nécessairement avec temps, comme vous le disiez si bien, mais avec préparation surtout. Et bon nombre d'organisations, peut-être si on prend la pandémie que l'on vit à l'heure actuelle, n'ont pas nécessairement pu bénéficier d'un temps de préparation suffisant leur permettant de bien changer les dysfonctionnements, s'adapter aux nouveaux modes ou procédés de travail. Donc, ils ont fait tout ça peut-être en mode un peu grand V, comme on dit par chez moi. Un autre élément peut-être important à retenir dans tout ça, c'est, et qui est largement sous-estimé généralement dans les travaux sur la gestion du changement, c'est les effets que ces transformations-là ont sur les individus, sur les employés plutôt qui travaillent au sein de ces mêmes entreprises-là et qui sont souvent les principaux concernés par ces transformations-là. Alors, les gens vont avoir tendance à vivre plus de stress, plus de confusion par rapport aux nouveaux rôles à adopter, aux nouvelles tâches à réaliser, vont avoir peut-être même tendance parfois à se sentir moins compétents qu'ils étaient, hein, parce que là, on leur demande d'effectuer de nouvelles choses, des choses pour lesquelles ils ne sont pas habitués ou encore ils ne maîtrisent pas vraiment encore. Et puis, ce que vous dites là, je trouve ça intéressant parce que pour certaines entreprises, toutes les entreprises ne sont pas pareilles, mais pour certaines entreprises, si vous parlez du changement, comme vous l'avez mentionné là, il est demandé par exemple aux employés, OK, on a une nouvelle vision, voilà dans quelle direction qu'on s'en va, on vous demande de faire ça, mais ces employés là, ils sont souvent pas préparés, ils ont besoin de temps pour pouvoir, comme, je vais dire, rentrer dans cette nouvelle manière de fonctionner là, et comme vous l'avez mentionné, ça apporte du stress, on a envie d'en faire plus parce qu'on fait partie d'une entreprise, on se sent proche d'elle, on veut son meilleur, mais en même temps, on n'est pas bien mentalement. Et j'aime bien que vous parliez de ça. Oui, non, bien tout à fait. Le changement organisationnel est bien reconnu pour entraîner un certain nombre
de conséquences sur les individus qui sont concernés. Et là, on n'a pas nécessairement seulement besoin de parler de stress, mais je veux dire, le changement organisationnel peut entraîner toutes sortes aussi d'autres retombées d'ordre psychologique, comme de l'épuisement, de la fatigue, de la résistance, de l'anxiété. Peut parfois, dans certains cas, tout dépendant des changements auxquels font face les entreprises, mais si on prend encore une fois la pandémie, peut se conclure par des fins d'emploi aussi, tant pour les individus, les travailleurs, que pour les organisations elles-mêmes qui doivent mettre fin à leur opération. Donc oui, en effet, ce sont souvent des périodes très, très turbulentes, très, très chargées émotivement, et donc naturellement stressantes pour les individus et les organisations qui les vivent. En tant qu'expert, parce que vous avez écrit sur la question, j'aimerais bien vous demander, selon vous, quels sont les éléments qui montrent tout de suite qu'une organisation gère mal son temps? Gère mal son temps, je vous dirais quelles seraient les conditions qui pourraient faire en sorte que l'organisation le gère mieux définitivement son temps ou le gère peut-être avec une plus grande efficacité. Certaines conditions sont maintenant reconnues et qui vont avoir tendance à accroître chez les employés l'intérêt pour eux de s'engager dans ces efforts de changement-là ou de faire en sorte qu'ils vivent moins durement ces mêmes transformations. Mais bien que l'organisation prend souvent le choix de se transformer ou de changer, il reste que dans l'esprit des individus qui vont vivre le changement, ce n'est pas toujours aussi clair. Alors, ça peut être bien clair, ça, pour les gens qui dirigent l'organisation, mais ça peut être encore très, très flou ou très, très incertain pour les individus qui sont sur le plancher des opérations. Alors, forcément, tout effort qui pourra être consenti à essayer de clarifier dans l'esprit des gens cet écart qui existe entre la situation actuelle et la situation qui est désirée seront nécessairement bénéfiques à l'introduction d'un changement organisationnel. Alors, nécessairement, tout effort que pourra consentir l'équipe qui dirige le projet pourra assurer que le changement s'introduira plus adéquatement dans le milieu. Alors, je pense que c'est tous ces petits astuces, là, je vais dire ça comme ça, qu'on retrouve dans votre ouvrage, parce que j'ai vu que dans la description, on dit que vous partagez des nouvelles connaissances, que ce soit des expériences et même de la théorie que vous partagez dans cet ouvrage-là, qui seraient utiles à des personnes qui vont avoir l'ouvrage. Alors, c'est quoi ces expériences-là, si on veut parler de celles-ci? Oui, tout à fait. Écoutez, c'est que vous devez comprendre que c'est un ouvrage qui a été écrit par plus d'une vingtaine d'auteurs qui provenaient de 5 pays différents, donc dans la francophonie élargie, et qui relatent des expériences de changement dans des organisations, un peu comme vous le disiez tantôt, tant publiques, privées ou autres, et qui traitent, par exemple, de des sujets très d'actualité, tels que l'éthique en temps de changement ou encore les organisations libérées, qui sont un petit peu dans cette 4e révolution industrielle où, vous savez, les organisations dans lesquelles maintenant il existe plus ou moins de règles pour encadrer les travailleurs, pour s'en remettre simplement à l'engagement de chacun pour réaliser leurs tâches. Donc le livre, oui, permet de couvrir assez largement un grand nombre de transformations qui sont survenues à travers les plus récentes années dans différents contextes, que ce soit canadiens, belges, italiens ou encore français. Et donc, les lecteurs ont la chance de pouvoir découvrir ces connaissances, ces expériences et les pratiques qui ont permis de réussir ces différentes expériences de changement. J'aime bien que vous ayez en parlé vous-même parce que c'était ma prochaine question. C'est toute une équipe, comme vous l'avez mentionné, de toute la francophonie, un peu partout dans la francophonie, qui a participé à ce projet-là. Et de voir qu'il y a des gens qui viennent de tel ou tel pays et de voir que voilà, tous les différents éléments qu'ils rencontrent là-bas, peut-être que c'est les mêmes qu'on rencontre ici au Canada, de les mettre ensemble pour donner quelque chose de plausible à tout le monde, que tout le monde pourrait utiliser. Je pense que ça, c'est une très belle collaboration. Parce que j'ai vu un peu la liste des gens avec qui vous avez travaillé. J'ai dit, OK, ça vient de loin. Mais vous me volez les mots. En fait, je vous dirais tout à fait, c'était l'esprit de cet ouvrage, donc un ouvrage collectif qui voulait rassembler un peu les points de vue de tous ces spécialistes de la question de la gestion du changement dans la francophonie élargie.
mais aussi, présenter des approches différentes avec des méthodologies différentes, donc des points de vue qui étaient complémentaires entre ces différentes écoles de pensée et on espère en tout cas bien avoir réussi cette mission-là en proposant ce nouvel usage-là. Je pense forcément que vous avez réussi parce que la gestion du temps que nous, on apprend, par exemple, en cours et tout, c'est pas pareil. Vous avez une ouverture beaucoup plus large de qu'est-ce que c'est que la gestion du temps dans une organisation en 2020. Et puis, je pense que c'est un bijou. Et c'est pour ça que vous avez eu ce beau prix dont on va parler maintenant, le prix de reconnaissance des conseillers de ressources humaines agrégés. Ça, je pense que ça fait plaisir. Oui, bien, écoutez, on était très honorés, là, je veux dire, d'apprendre lors d'un gala virtuel, là, où j'étais, un peu dans le même décor, là, que je suis aujourd'hui, pour apprendre qu'on était les lauréats de ce beau prix de reconnaissance, en fait, l'Ordre des conseillers en ressources humaines, et pour laquelle il existe un équivalent, d'ailleurs, en Ontario, est un ordre qui régit vraiment les spécialistes de la gestion des ressources humaines, incluant ceux de la gestion de changement. Donc, le fait de recevoir cette reconnaissance-là de nos pairs ou des gens de notre belle profession de conseillers en ressources humaines agréés, c'est certain que ça nous fait chaud au cœur, puis ça nous donne une belle motivation à poursuivre encore une fois dans cette même avenue. Tout ça pour dire que c'est un ouvrage qui est un bijou parce que l'Ordre des conseillers, quand même, des ressources humaines agrégées le reconnaît. C'est qu'eux, ils ont vu le contenu et le potentiel qu'il y avait dans ça. Où est-ce qu'on peut se procurer cet ouvrage? Parce que je pense que c'est pour monsieur, madame, tout le monde. Oui, bien, je pense que pour toute personne qui aurait vraiment un intérêt à mieux comprendre comment s'effectue ce genre de transformation-là au sein d'une petite, moyenne ou grande entreprise, je pense pourrait trouver, intérêt à lire ne serait-ce qu'une partie ou encore l'ouvrage en entier. L'endroit où on peut se le procurer peut-être plus facilement, c'est directement sur le site web des presses de l'Université du Québec, les PUC. Et je sais qu'il y a beaucoup de détaillants maintenant ou marchands là, qui sont soit sur Internet ou encore qui ont un pied sur un pignon sur rue, dans lesquels on peut facilement trouver l'ouvrage simplement en tapant le titre dans leur catalogue. Vous devriez être en mesure de mettre la main dessus. Merci beaucoup, M. Lausier, pour votre temps et puis bonne chance pour tout ce que vous réserve cet ouvrage. C'est bien gentil. Alors, bonne lecture. Merci, au revoir. Je pense que c'est un outil très intéressant, surtout pour les organisations en ce moment-là. Si vous y pensez, je vous inviterai à visiter le www.puq.ca pour pouvoir vous procurer cet ouvrage de Martin Lausier. Alors moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. On sera de retour en studio demain à partir de 11h. On va s'entretenir avec Carl Monette d'Unique FM qui va nous présenter son émission radiophonique Attache ta tuque avec de la broche. On va aussi parler de toutes les activités qui s'en viennent au musée canadien de la guerre dans le cadre de la commémoration du 11 novembre. Et aussi, on va parler avec Carole Mir du CEAO de leur nouvelle saison, mais aussi de leur nouveau projet intitulé La Rucher. Alors, on se voit demain à partir de 11h. Soyez des nôtres. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Encore jeunes, les gens que nous rencontrons ont parfois beaucoup de vécu, beaucoup d'expériences variées en plus de ça. C'est le cas de Marie-Hélène Chaumière. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui.
En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Sur le noir, ça va paraître, ça va être plus facile. C'est pour ça que j'ai mis le noir auparavant. Le foncé. Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers.